Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Un nouveau siège pour la société Orange Guinée. C'est un édifice d'envergure qui symbolise la confiance du secteur privé en l'économie nationale. Le Premier ministre salue cette œuvre qui participe à la vision de progrès incarnée par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Bonne nouvelle pour les étudiants et le monde universitaire guinéen. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur décide de suspendre son mot d'ordre de grève. La société guinéenne de palmiers à huile et DVA amorce une nouvelle phase de relance. Le gouvernement vient de signer une convention de financement de 30 milliards de francs guinéens pour redonner un nouveau souffle à cette entreprise stratégique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le centre directionnel de Koloma continue donc de se transformer en un véritable pôle économique et administratif. Ce vendredi, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la cérémonie d'inauguration du tout nouveau siège d'Orange Guinée, un édifice moderne qui symbolise à la fois la confiance du secteur privé dans l'économie nationale et la concrétisation de la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. C'est un reportage de Hadi Kamara. Le gouvernement guinéen reste ouvert à toute initiative favorisant la connectivité et l'innovation dans le pays. Sur la crête de Koloma, dans la commune de Ratoma, s'élève désormais un bâtiment qui attire le regard. Entre verdure et modernité, le nouveau siège domine la capitale comme un symbole d'innovation et d'ouverture, un panorama à la hauteur des ambitions numériques guinéennes. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, en présence du président du CNT, qui procède à l'inauguration de l'infrastructure. La commune de Ratoma qui abrite ce siège, ce beau bijou, est une commune qui a été connue dans un passé récent comme une commune de délinquance, de violence et de remous social. Merci à Orange pour avoir porté confiance à notre territoire, avoir amené ce bijou ici pour que la population de Ratoma désormais se ressente encore plus à l'aise. C'est qu'une maison nouvelle ne vaut que par la vitalité de ceux qui l'habitent. Et c'est bien cela que nous célébrons aujourd'hui, une réussite humaine et entrepreneuriale et la promesse d'un avenir toujours plus ambitieux aux côtés du peuple de Guinée. Je suis d'autant plus ému que ce moment a pour moi une résonance personnelle. J'étais là au lancement en 2007 en tant que directeur commercial. J'ai eu l'honneur de revenir comme directeur général 10 ans plus tard, en 2017, et me voici aujourd'hui, 18 ans après le lancement, comme président du conseil d'administration pour célébrer la maturité et la solidité de cette belle maison. L'infrastructure est un espace d'innovation, de créativité et de proximité avec les clients pour accompagner la Guinée dans la transition digitale. Ce siège d'Orange Guinée incarne à la fois une réussite économique, un partenariat public-privé solide et un symbole d'enracinement. En choisissant de bâtir ici, Orange Guinée ne fait pas qu'investir dans la pierre, elle investit dans la confiance, dans la stabilité et dans la jeunesse guinéenne. Elle investit dans notre économie. C'est un message fort. La Guinée est une terre d'investissement, de sécurité, de performance. Ce nouveau siège va abriter les principaux services administratifs et techniques de l'entreprise dans une dynamique de transformation numérique soutenue par le gouvernement. Pour nous, c'est un grand jour pour de multiples raisons. Ce n'est pas simplement un bâtiment qu'on inaugure. On célèbre à travers ce que Orange Guinée a construit ici plusieurs aspects. Premièrement, on célèbre Orange, rendons à César ce qui appartient à César. Vous avez été parmi les premiers, ou sinon le premier, à aller dans le sens de la recommandation du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, que chaque entreprise d'envergure, qu'elle soit dans le secteur des télécoms ou dans le secteur des mines, de construire son siège en République de Guinée. Merci pour avoir, disons, réalisé cette recommandation du président de la République. La deuxième chose, à travers Orange, on salue l'émergence d'une autre
culture entrepreneuriale. Orange Guinée est le fruit de collaboration, de coopération avec d'autres entreprises africaines et des entreprises de outre-Atlantique comme Orange France et autres. C'est une nouvelle dynamique qui transforme le continent avec de nouveaux champions qui émergent et qui élargissent leur champ d'activité. Et c'est très bien que le secteur des télécoms, que les Africains, les intérêts africains soient aussi progressivement parmi les leaders continentaux et de même, pourquoi pas, aller investir en Amérique, en Europe, pourquoi pas. Il faut rêver et il faut y aller. De la colline de Koloma, symbole de hauteur et de vision, ce nouveau siège inscrit son empreinte dans le paysage technologique du pays, aux côtés du gouvernement, pour que chaque citoyen puisse bénéficier des avantages de l'économie numérique. Et puis, dans un élan de souveraineté économique, la Guinée franchit une étape historique avec la naissance de Nimba Mining Company SA. C'est la première compagnie minière 100% guinéenne basée à Kamsar. Elle a procédé cette semaine à son premier chargement de bauxite sous la présidence de Diba Diakité, président du comité stratégique de Simandou. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara, des membres du gouvernement et des autorités locales. On fait le point avec adjudant-chef Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, la Guinée insuffle une nouvelle dynamique de développement minier et renforce davantage sa souveraineté économique. Moins de 3 mois après sa création, Nimba Mining SA marque une étape décisive dans la relance des activités bauxitiques en République de Guinée. La compagnie guinéenne à capitaux guinéens a réalisé ce mardi 4 novembre 2025 son premier chargement de bauxite. La cérémonie de lancement officiel des activités de ce géant minier guinéen a eu lieu sur le site de la compagnie à Kamsar, sous la présidence du président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence Diba Diakité, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables et personnels de Nimba Mining SA. C'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à un moment historique. Le chargement de la première cargaison de bauxite de Nimba Mining Company, ici à Kamsar, dans le Bagataï. Ce n'est pas un simple départ de minerais. C'est aussi, grâce à une intelligence collective, le symbole concret de la reprise en main de notre destin minier. Le fruit d'une volonté patriotique, claire, incarnée par le chef de l'État. Faire de la Guinée une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles, pour le bien-être de ses populations. Ce succès de la première société minière détenue 100% par l'État guinéen marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de développement minier. Une ère où la Guinée prend en main. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Une ère où la Guinée prend en main l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, jusqu'à la commercialisation de son minerai. Et ses ressources commercialisées sur les marchés internationaux. Faire l'exploitation par Nimba Mining Company, transformer par Nimba Mining Company, commercialisé sur les marchés internationaux par Nimba Mining Company. Une ère où la bauxite devient le cœur d'un écosystème industriel complet, capable de générer la valeur ajoutée, des emplois qualifiés,
des retombées économiques durables pour nous, bien évidemment, mais également pour les futures générations. La République de Guinée affirme une nouvelle fois sa capacité de maîtriser son destin économique avec une souveraineté politique assumée. Créée il y a à peine 3 mois, à la suite de la reprise des actifs d'une entreprise qui n'a pas respecté ses engagements conformément au Code minier de la République de Guinée, notamment dans son article 88 et sa convention de base. En un temps record, les équipes de Nimba Mining Company ont accompli ce que beaucoup croyaient impossible. L'impossible n'est plus guinéen dans le domaine minier. Remettre en marche la mine, réhabiliter les installations, mobiliser les femmes, les hommes et relancer l'exploitation à partir d'ici même où nous sommes tenus aujourd'hui. C'est une victoire collective, mais aussi la démonstration éclatante que la Guinée sait faire par elle-même, pour elle-même. Grâce à la détermination du président de la République, son leadership éclairé pour le bien-être de la population. Nimba Mining Company porte une vision à long terme, celle de devenir un acteur de référence du secteur minier guinéen, capable de créer de la valeur au-delà de l'extraction, avec bien évidemment le contenu local comme une priorité non négociable. Cette ambition s'appuie sur 4 branches stratégiques autour desquelles Nimba Mining Company entend bâtir des partenariats industriels de premier plan en République de Guinée. Dans la bauxite, plié de sa production actuelle et levier d'une transformation locale accrue. Dans l'or, à travers Nimba Mining Company Gold, qui prolongera la dynamique de diversification du portefeuille national. La construction de la raffinerie, avec l'objectif de faire émerger une filière d'alumine compétitive et durable. Les services miniers associés destinés à professionnaliser la chaîne de valeur, à renforcer l'expertise nationale dans les domaines techniques et intellectuels. Pour le ministre Guiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, cette réussite s'inscrit dans la vision globale du chef de l'État qui œuvre pour une Guinée souveraine, performante et équitable. Derrière ce premier barge de 200 000 tonnes de bauxite se dessine une trajectoire ambitieuse très claire. 1 500 000 tonnes dès cette année font partie des engagements fermes de la direction de Nimba Mining Company. Nimba Mining Company se donne l'ambition d'étendre ses capacités à des dizaines de millions de tonnes dans les années à venir. Mais au-delà de ces chiffres, il y a une vision, la vision d'un homme. Faire émerger une économie guinéenne où l'extraction alimente la transformation, où les revenus miniers financent l'éducation, la recherche, la formation, l'innovation à travers l'initiative Simandou Academy, où chaque emploi créé ici à Kamsar, dans le Bagataï, résonne comme une victoire du travail. La Guinée ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières. Terminé. Elle veut devenir un acteur global, un centre d'excellence technique, logistique, de recherche et d'innovation, un pôle africain d'excellence de la transformation minière, un modèle de souveraineté économique appliqué, pas théorique. Si hier, c'était possible de faire reculer l'État guinéen, aujourd'hui, quand l'État décide, nous avançons. Nous voulons redire avec force que le succès de Nimba Mining s'inscrit dans une dynamique plus large, celle du programme Simandou 2040, qui trace la voie d'une transformation structurelle et durable de notre économie. Ce que nous voyons aujourd'hui à Kamsar, c'est l'incarnation de cette vision.
sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Guinée avance. Elle avance dans l'ordre, dans la discipline et la performance. Elle avance pour transformer ses richesses en puissance et sa puissance en prospérité partagée. Nous avons besoin de vous, les femmes de Guinée, les hommes de Guinée, pour mener ce combat patriotique. Avec ce premier chargement de 200 000 tonnes de bauxite de haute qualité, dans le cadre d'un contrat de vente de 1,5 million de tonnes signé le 15 octobre 2025, la relance opérationnelle de Nimba Mining SA, première compagnie minière 100% nationale, est un succès qui marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère de développement minier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que Nimba Mining Company démarre rapidement. Mais ces remerciements, évidemment, vont tout d'abord au chef de l'État, son Excellence, le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui a exprimé sa vision de créer Nimba Mining Company et qui a pris les décisions qui s'imposaient pour concrétiser ce projet. Alors, la feuille de route qui m'avait été donnée par le gouvernement était très claire. Création de la société Nimba Mining le 5 août 2025. Le directeur général devait être sur le site le 1er septembre. La reprise des chargements devait être faite 60 jours. 60 jours maximum pour redémarrer les opérations. Pas un jour de plus. Et le défi, nous l'avons relevé. Et nous l'avons relevé tous ensemble. Et je me tourne vers les employés de Nimba Mining. Cette première étape est accomplie. Les premiers essais de chargement ont été réalisés le 30 octobre. Et nous procédons aujourd'hui au lancement du chargement du premier lot commercial de bauxite de Nimba Mining Company. Il faut féliciter le personnel de Nimba Mining Company qui a réalisé cette performance. Et je parle bien d'une équipe composée à 99% d'opérateurs guinéens, de techniciens guinéens, d'ingénieurs guinéens et de cadres guinéens. Fondée sur la souveraineté économique, la performance et la transparence, cette action incarne la volonté du chef de l'État de rationaliser et de professionnaliser la gestion des ressources naturelles, tout en assurant leur pleine valorisation sur le sol guinéen. La création d'NMC s'inscrit au cœur de la vision industrielle du chef de l'État. Transformer en Guinée les richesses extraites de la Guinée, conformément au programme Simandou 2040, notre pays, qui dispose d'une part déterminante des réserves mondiales de bauxite, soit les 2/3, doit désormais maîtriser la chaîne de valeur, tout en valorisant les minéraux associés, ainsi que le gallium ou d'autres ressources qui sont aujourd'hui des minéraux très prisés et qui sont des minéraux stratégiques. C'est l'ambition que porte NMC, faire de la bauxite guinéenne un moteur de souveraineté, d'industrialisation et d'emploi qualifiés. Cette ambition repose sur des fondamentaux clairs. Gouvernance rigoureuse des titres miniers à travers l'assainissement du cadastre minier, la digitalisation des procédures et pour une plus grande transparence pour chaque étape du processus d'octroi des titres miniers. Priorité à la transformation locale des produits miniers pour que la valeur ajoutée reste en Guinée et irrigue nos territoires et nos vaisseaux sanguins. Renforcement du contenu local avec des emplois qualifiés, de la sous-traitance, la formation et la montée en compétences des jeunes Guinéennes et Guinéens. Transparence et redevabilité. En pleine conformité avec les normes internationales de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Exigence en termes ISJ, les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Pour une protection de l'environnement, la sécurité du travail et des travailleurs, le respect des communautés riveraines des zones d'exploitation minière pour une gestion responsable de nos ressources naturelles. Cette société s'inscrit en droite ligne de notre éditorial d'indépendance que nous appelons aujourd'hui la souveraineté économique. S'inspirer du passé pour construire l'avenir. Et cette souveraineté économique veut dire que la Guinée doit être à même de gérer toutes ces ressources minières pour le bénéfice de l'ensemble des Guinéens, pour que les revenus miniers profitent à l'ensemble des Guinéens. C'est dans ce cadre que les nombres de projets miniers qui naissent depuis l'avènement du CNRD au pouvoir donnent en priorité l'avantage et le bénéfice pour les Guinéens.
Ce premier chargement est le fruit d'un engagement collectif et exceptionnel qui a permis la reprise effective des exportations depuis les installations portuaires de Kamsar, symbolisant ainsi la montée en puissance d'un opérateur national. Le redémarrage en un temps record des opérations de Nimba Mining SA s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la République Mamadi Doumbouya de faire du secteur minier guinéen une référence. Personne ne pouvait imaginer, dans un passé récent, même loin, que la Guinée pouvait créer, avec des capitaux 100% guinéens, une compagnie qui extrait, qui transforme et qui vend ces matières premières. C'est ce que le président Doumbouya vient d'accomplir. NMC, ce n'est pas seulement une compagnie de bauxite, mais c'est la transformation de notre souveraineté en actes concrets. Aujourd'hui, les Guinéens doivent dire que la souveraineté dont ils ont toujours rêvé vient d'être transformée en une réalité. Nous voulons faire des projets que nous appelons des quick wins. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que c'est l'un des projets phares qui rentre dans le cadre du programme Simandou 2040. Ce projet, c'est un projet existant, mais grâce au leadership, grâce à la ténacité, grâce au suivi de son excellent le président Mamadi Doumbouya, on est là aujourd'hui pour vraiment concrétiser cet espoir. Nous félicitons tous les travailleurs de Nimba Mining Company, parce qu'il faut reconnaître que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont été prises en compte pour continuer cette opération. Dans son plan d'action visant à bâtir un écosystème industriel complet autour de la bauxite, l'État guinéen prend en compte toute la chaîne de valeur. De l'extraction à la transformation et à la commercialisation de ces ressources, le pays garantit l'emploi et veille au respect des normes environnementales et écologiques. C'est une étape historique, mais également décisive pour notre pays qui lance ce projet avec Nimba Mining Company, Mine and Raffinery, c'est-à-dire avec le volet exploitation minière, mais également transformation industrielle, ce qui veut dire valorisation de chaînes de valeur bauxitique en Guinée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment que la direction générale de NMC reconnaisse que les emplois au sein de Nimba Mining and Company sont de 99% de Guinéens, des opérateurs guinéens, des techniciens guinéens et des ingénieurs guinéens. Donc ceci est extrêmement important pour nous dans le cadre de la mise en œuvre du contenu local. Il n'est plus à prouver, la Guinée est au cœur de la transformation industrielle de l'alumine, aussi bien que du fer à travers le méga projet Simandou. Donc nous pouvons que saluer le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour ce pan historique encore au cœur de la transformation industrielle guinéenne et au cœur de l'exploitation minière. C'est un grand moment pour l'histoire industrielle de notre pays. Ce lancement se fait conformément aux directives du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a tenu à préserver les emplois des Guinéens. Et il faut souligner également que l'exploitation de la mine se fera en conformité avec les normes ESG les plus strictes, donc sur les questions environnementales, sociales, mais également de gouvernance, donc notamment en ce qui concerne les relations avec les communautés. Détenu par une holding dédiée à l'extraction, à la transformation et à la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, Nimba Mining Company SA est une société guinéenne 100% nationale créée en 2025. Elle exploite les mines de Tingilinta, l'un des plus grands gisements de bauxite du pays. Nimba Mining incarne un modèle de gouvernance souveraine et durable au service du développement socio-économique de la République de Guinée. À la suite du lancement officiel du tout premier chargement de bauxite de Nimba Mining Company SA, la délégation a rendu une visite de courtoisie auprès des sages de la localité de Kamsar. Cette rencontre, placée sous le signe du respect et de la reconnaissance, avait pour objectif de transmettre les salutations et les remerciements du président de la République à la communauté de Kamsar pour son accompagnement tout au long du processus de mise en œuvre de ce projet minier.
Dans le reste de l'actualité maintenant, tenue ce matin à Conakry, de la première réunion du comité de pilotage du programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale. Ce programme ambitieux entend renforcer la place de la Guinée sur la scène internationale en misant sur la diplomatie économique et sur l'implication de la diaspora dans le développement socio-économique du pays. Alpha Isiagaba. La diplomatie économique au cœur de la vision de refondation. Le ministère des Affaires étrangères s'inscrit pleinement dans cette politique du CNRD, d'où la mise en place du programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale. C'est la tenue de la première réunion du comité de pilotage du PRODEC. Il s'agit d'un programme qui vise à faire en sorte de favoriser l'épanouissement de la diplomatie économique guinéenne, d'intégrer la diaspora en termes d'appui au développement socio-économique du pays, de mobiliser des financements pour faciliter le développement des programmes en cours au niveau de la Guinée. Le PRODEC cherche à identifier tous les grands projets dont disposent les départements sectoriels, à travers d'ailleurs lesquels nous sommes en interaction avec les points focaux, pour trouver les possibilités d'investissement sur le plan international. Comme dans les autres pays, la diaspora va désormais s'impliquer dans le développement économique de la Guinée. Le PRODEC vient ainsi en appui pour favoriser cette vision. Comme l'a souligné son Excellence le président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la refondation de l'État exige que chaque secteur contribue de manière concrète à la souveraineté, à la stabilité et à la prospérité du pays. La diplomatie n'échappe pas à cette exigence, bien au contraire. Elle est au centre. Elle doit donc désormais être un levier de croissance, un instrument de projection stratégique et un outil d'attraction des partenariats, des investissements et des opportunités. C'est dans ce cadre que la diaspora guinéenne est intégralement arrimée à ce programme. Le programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale devrait permettre de renforcer les capacités des cadres sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la diplomatie économique de la Guinée. Et voilà qui nous amène à parler de ce projet de coopération triangulaire dont la 4e édition vient de connaître son épilogue ici même à Conakry, dénommé Link-Up Africa. Le projet est initié par le Maroc, l'Union européenne et plusieurs pays africains. C'est donc un cycle de renforcement des capacités, d'échange d'expérience et d'expertise. L'édition de Conakry a regroupé plusieurs professionnels et structures évoluant dans l'écosystème de l'entrepreneuriat du pays. Abdul Karim Kamara. Par la coopération Sud-Sud, un nouvel horizon se dégage en faveur de l'entrepreneuriat africain. Il s'agit d'un cycle de consolidation d'aptitudes, d'échange d'expérience et d'expertise. Dénommé Link-Up Africa, c'est un projet triangulaire porté par le Maroc, l'Union européenne et plusieurs pays africains. Chez Enabel, nous croyons profondément à la coopération Sud-Sud et au pouvoir du partage d'expertise pour stimuler l'innovation locale et créer de réelles opportunités pour les jeunes et les femmes. Financé par l'Union européenne, le projet Link-Up Africa est mis en œuvre par l'Agence marocaine de coopération internationale et Enabel. À travers la PIP, sa 4e édition est organisée en Guinée et a rassemblé 55 professionnels issus de 35 structures publiques privées de l'écosystème entrepreneurial guinéen. Nous avons des investissements qui sont tournés vers l'essor du secteur privé guinéen. Montant nominal consacré au secteur privé entre 50 millions et 100 millions d'euros. Cette mission illustre avec éloquence la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une coopération Sud-Sud solidaire, pragmatique et agissante. Elle cadre également avec le projet Simandou 2040. Au cours de cette édition, les masterclass dédiés avec pour objectif transférer un kit d'incubation du projet s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de développement industriel et de promotion des PME. Vous êtes désormais mieux armés pour encadrer les entrepreneurs, concevoir les programmes plus efficaces
et favoriser la collaboration entre les acteurs publics et privés. Je vous encourage à mettre en pratique ces nouvelles connaissances en soutenant les startups, en promouvant l'innovation verte et en aidant les PME à se développer. Au-delà des apports méthodologiques, c'est aussi un espace d'échange d'expertise marocaine et guinéenne qui favorise le dialogue autour des bonnes pratiques, des défis partagés et des approches innovantes en matière d'accompagnement entrepreneurial. Merci à Abdul Karim Kamara pour ces explications. Et puis la Guinée vers l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Après le dépôt des candidatures et l'installation du Collège des médecins, la Direction générale des élections vient de signer des conventions avec des organisations de la société civile et des associations de presse. C'est une collaboration destinée à renforcer la mobilisation citoyenne pour un vote inclusif, apaisé et crédible. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Pour réussir l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, à l'image du référendum constitutionnel, la Direction générale des élections renouvelle sa confiance à ses partenaires de terrain. Ce sont les associations de presse et les organisations de la société civile, deux acteurs majeurs du processus qui contribuent à la mobilisation et la sensibilisation des populations sur leur rôle et responsabilités dans le choix du futur dirigeant du pays. Le processus sera beaucoup plus inclusif parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le partenariat s'est élargi. Tout type de médias avait été impliqué, mais cela ne s'était pas étendu à tout le monde. Aujourd'hui, je pense que le processus est beaucoup plus inclusif. Et comme c'est une élection majeure, importante, je pense que la Direction générale des élections a pris la pleine mesure de l'événement et va certainement déployer les moyens qu'il faut pour que le processus réussisse. Cette convention nous permettra ensemble de contribuer à asseoir la paix durable pendant ce processus, mais aussi à contribuer à l'information et à la sensibilisation des citoyens, surtout l'éducation civique, pour amener chaque citoyen à comprendre le processus qui nous engage tous. À travers ces différentes signatures, ces structures s'engagent à accompagner la Direction générale des élections dans l'organisation d'un scrutin présidentiel apaisé et crédible à l'image du vote référendaire. Entièrement sur vous pour que l'accompagnement que vous avez si bien fait dans votre domaine soit renouvelé pour la tenue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Quel que soit l'organe technique de gestion que nous mettions en place, la communication, l'information, la sensibilisation est la clé de voûte de la réussite de tout processus électoral. La Direction générale des élections vient par ses différentes signatures de convention franchir une autre étape importante vers la tenue d'un scrutin présidentiel apaisé, inclusif et crédible le 28 décembre 2025. À présent, ce communiqué de la Cour suprême. La Cour suprême de la République de Guinée informe l'ensemble des citoyens et les candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 qu'une audience publique se tiendra ce samedi 8 novembre 2025 à 18h précises dans la salle d'audience de la Cour suprême. Cette audience sera consacrée à l'examen et à la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 47 de la Constitution qui prévoit que la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats 45 jours au plus tard avant le scrutin. L'article 138 du Code électoral qui dispose que la Cour constitutionnelle publie la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle avant la date du scrutin. La Cour suprême procédera à cette occasion à la lecture officielle de la décision fixant la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Fait à Conakry le 7 novembre 2025, signé Yaya Boiro, président de la première chambre civile et sociale de la Cour suprême, premier président par intérim de la Cour suprême.
Je le disais tout à l'heure, au sommaire, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suspend son mot d'ordre de grève. Un protocole d'accord a finalement été signé après 2 jours de négociations intenses avec le gouvernement. Les enseignants-chercheurs réclamaient l'application du décret portant fixation de la rémunération des fonctionnaires titulaires de grade dans les institutions de formation. Idrissa Ba. Le mouvement de débrayage déclenché le 3 novembre par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a désormais pris fin. Mandaté par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil national du dialogue social, sous l'égide du ministère du Travail et de la fonction publique, avait engagé des discussions avec des parties prenantes. Après 2 jours de négociations, un compromis a finalement été trouvé et matérialisé ce jour par la signature d'un protocole d'accord. Entendu au point 1, ils vont s'occuper des articles 3, 4, 5 et 6 au mois de novembre. À la paix du mois de novembre, les articles 7, 8 et 13 en rapport avec les primes de fonction et primes de risque au mois de décembre. Et au mois de janvier, ils vont rappeler le contenu, la conséquence financière du contenu du point 1. À l'issue des négociations, les facilitateurs et les représentants du gouvernement se félicitent d'être parvenus à ce consensus. Et je pense que nous avons trouvé le dialogue, fait le dialogue et nous avons obtenu d'excellents résultats. Et dès maintenant, les activités ont repris à l'intérieur de tout le territoire sur le segment qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je voudrais inviter l'ensemble des partenaires sociaux à œuvrer pour la stabilité sociale, la stabilité dans les relations de travail. Je voudrais aussi les inviter à ériger le dialogue social comme mode de gestion et mode de gouvernance des relations de travail. Avec la mise en place du Conseil national du dialogue social CNDS, le gouvernement guinéen place la concertation au cœur de son action afin de prévenir et de gérer de manière responsable les conflits en milieu de travail. Signature de convention de 30 milliards de francs guinéens pour relancer la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA implantée dans la préfecture de Yomou. Un coup de pouce afin d'améliorer la gouvernance et faire face aux engagements à l'égard des partenaires sociaux. Autre enjeu, préserver des milliers d'emplois et qualifier davantage la production de l'huile, du caoutchouc et du savon. Fodé Camara. Derrière cette série de signatures, une convention de partenariat se dessine entre la Banque islamique de Guinée et la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA. Une convention de 30 milliards de francs guinéens pour mieux planifier les paiements au profit des travailleurs, planteurs, transporteurs et autres partenaires sociaux. Ce partenariat est né de la conviction partagée que la relance de la SOGIPA est possible, à condition de rétablir la confiance entre les acteurs, de sécuriser les flux financiers et de garantir à nos producteurs et transporteurs la régularité de leurs paiements. Nous voulons, à travers cet accompagnement, contribuer à la stabilité des revenus des producteurs, à la sécurisation des emplois et à la révalorisation de la filière palmier à huile et EVA, qui sont des secteurs stratégiques pour la région forestière et pour l'économie nationale. Cette convention vient solidifier les instruments de gouvernance de la SOGIPA, une agro-industrie de 38 ans d'existence dont les milliers d'emplois sont à préserver. La SOGIPA est ça que nous voulons désormais construire avec la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est une SOGIPA réinventée, fidèle à son héritage, mais résolument tournée vers l'avenir. Je vous exhorte donc à maintenir ce cap et à faire de ce partenariat un instrument concret de transformation et de progrès. Car le développement agricole ne se décrète pas, il se construit par la confiance, la méthode et la bonne gouvernance. Toujours sous l'égide des autorités du ministère de l'Agriculture, une autre convention a été signée. Un accord de plus de 100 millions de dollars pour la réalisation d'une ferme intégrée à Bagna, dans la région de Farana. Une ferme avec plus de 1000 emplois directs dans la ligne de mire. Au début, plus de 5000 hectares d'exploitation où on va produire du riz, du blé,
du soja et du maïs. Et tout ça, au final, va produire, on pense, plus de 100 000 tonnes de nourriture qu'aujourd'hui, on est forcé à importer parce qu'il n'y a pas assez de production locale. Pour tourner la page de l'agriculture de subsistance peu rentable, les autorités explorent les pistes de solutions pour transformer les potentialités de la ruralité en véritable moteur de croissance économique. Le contenu de ce communiqué du Conseil national de la transition portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseils nationaux à une plénière le samedi 8 novembre 2025 à 15h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération autour du volet recette de la loi de finances rectificative exercice 2025. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de la Défense nationale, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de l'Information et de la Communication, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs de missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 7 novembre 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. À présent, parlons de la validation du troisième rapport portant sur les avancées de la Guinée dans l'application de ses engagements internationaux en faveur du climat. Le document ainsi validé sera communiqué au secrétariat des Nations Unies, ce qui devra permettre à notre pays de figurer parmi les nations les plus engagées, notamment dans la réduction du réchauffement de la planète. Mamadou Alpha Baldé et Yara Diallo. Les communications sur les changements climatiques doivent être fournies de façon périodique aux instances onusiennes pour montrer l'engagement du pays dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, les efforts d'adaptation, mais aussi ceux liés à la mobilisation des fonds pour le financement des projets verts. Conformément aux accords de Paris, la Guinée valide sa troisième communication sur les changements climatiques. La troisième communication nationale constitue un document stratégique majeur, car elle permet de dresser un état de lieu actualisé des émissions nationales de gaz à effet de serre, des vulnérabilités de nos secteurs socio-économiques ainsi que des efforts d'atténuation et d'adaptation entrepris par la Guinée. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux historiques principalement dus aux énergies fossiles, à la déforestation et à l'urbanisation non durable. L'Afrique, bien qu'elle ne contribue qu'à environ 4% des émissions mondiales, est l'un des continents les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Le document permet de renforcer la visibilité des efforts de la Guinée, mais aussi améliorer la coordination des actions entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique à tous les niveaux. Principale composante de ce rapport, c'est les inventaires de gaz à effet de serre, les sources d'émissions, les mesures d'atténuation et aussi l'étude de risque et de vulnérabilité. Toutes les parties doivent dire voilà ce que nous envisageons pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou bien renforcer le puits, le réservoir de chaque pays. Et vu que nous sommes vraiment des pays africains,
les émissions ne dépassent pas 4%, alors que nous sommes les plus vulnérables. Aujourd'hui, la Guinée reste un pays en phase avec ses engagements internationaux sur le climat. Avec ses partenaires, le pays respecte l'essentiel des accords et conventions dont il est signataire. Et pendant ce temps, dans la commune de Ratoma, l'assainissement reste une priorité pour les autorités locales et pour les acteurs de terrain. Face à ces défis environnementaux de plus en plus grandissants, le projet d'assainissement de Conakry prend forme. Un cadre de concertation est mis en place afin de fédérer tous les efforts pour une gestion encore beaucoup plus efficace des déchets. On fait le point avec Sona Sagno. Pour mieux coordonner les actions d'assainissement, les acteurs du secteur se réunissent à Ratoma dans le cadre d'une concertation placée sous le signe de l'engagement collectif et de la responsabilité communautaire. Le cadre de concertation, ça fait par des efforts que le projet tente de mettre en place. C'est de créer un espace d'échange avec l'ensemble des acteurs. Discuter, comprendre réellement le rôle de chacun, faire des recommandations à qui le droit et chercher à lever les fonds concrets au niveau des partenaires, des bailleurs, pour que la ville de Conakry soit réellement propre. Engager chacun afin qu'il prenne sa responsabilité. On vous remercie pour avoir porté le choix sur notre commune. Et je dis avec fierté, nous avons inspiré les 12 autres communes. On s'est donné pour engagement, pour détermination de dire que nous devons travailler pour que les autres apprennent de nous. Je nous invite à une prise de conscience. Initiée par le projet d'assainissement de Conakry, la rencontre vise à faire le point sur la situation de l'assainissement, identifier les défis et proposer des solutions durables. Les participants, venus des collectivités locales et des associations, partagent leur expérience et attentes. Le projet a déjà donné sa part. La ville de Conakry est encombrée d'ordures. Chacun va prendre sa responsabilité. Surtout, j'appelle tout le monde, toute la population, de s'abonner pour que réellement Conakry sorte dans ces calvaires-là. Face aux défis environnementaux croissants, la concertation et la planification collective apparaissent plus que jamais comme des leviers essentiels pour une ville plus propre et plus résiliente. Un mot de santé avec tout d'abord l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui vient de franchir un cap majeur dans le renforcement du système de veille et de réponse aux urgences de santé publique. Une nouvelle salle des opérations vient d'être inaugurée à Conakry. C'est un don fait par Africa CDC pour améliorer les capacités de réponse de notre pays face aux épidémies. Marie-Angélique Bangoura, Adama Elza Traoré. Moderne et entièrement équipée, cette salle permettra d'assurer une surveillance sanitaire plus efficace, une coordination rapide et une gestion opérationnelle en temps réel lors des crises sanitaires. Une avancée qui s'inscrit dans le cadre du plan national de sécurité sanitaire à travers le soutien de Africa CDC pour mieux protéger les populations. Ce matériel de dernière génération, d'un montant de 400 000 $, vient dans la vision de sauvegarder l'Afrique. Et dans l'agenda de sécurité sanitaire, aucun pays ne doit être laissé derrière. Et nous venons d'inaugurer cette salle qui permet de se préparer et de répondre aux urgences de santé publique. Les spécialistes du secteur en santé se félicitent de ce soutien logistique et technique qui vient consolider les efforts du pays dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémiologique. C'est un centre névralgique qui va améliorer la coordination des interventions de terrain. Et ça va au-delà du cadre générique de l'ANSS. Souvent quand on parle de l'ANSS, on voit que les épidémies. Mais nous sommes chargés de mettre en œuvre les orientations stratégiques du ministère de la Santé en matière de sécurité sanitaire. Donc le service vétérinaire, l'environnement, l'administration du territoire, les programmes verticaux du ministère de la Santé, tout le monde utilisera ce centre pour coordonner les interventions de terrain. Nous tenons à remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment CDC Africa et la Banque africaine de développement, pour cet investissement vraiment conséquent. C'est du matériel de dernière génération que nous avons découvert et cela vraiment est une satisfaction. Ce dispositif est conforme à l'approche One Health qui prône une collaboration entre santé humaine, animale et protection de l'environnement pour prévenir les épidémies et renforcer la résilience sanitaire tout en s'alignant sur les standards internationaux de sécurité sanitaire.
Au même moment, le ministère de la Santé, à travers l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, continue son programme de formation. Cette fois-ci, ce sont les directeurs des hôpitaux qui sont concernés par une session de renforcement de capacité. La formation est axée sur la prévention et le contrôle des infections. Adiatou Bari. Venus des régions administratives de Mamou et Farana, ces responsables hospitaliers sont à l'école de la prévention et du contrôle des infections niveau intermédiaire. Une thématique qui s'inscrit dans la gouvernance hospitalière en vue de réduire les infections associées aux soins. C'est dans ce cadre que l'IPPS a créé parmi ses programmes de formation la formation certifiante en PCI de niveau intermédiaire destinée à doter les cadres hospitaliers des connaissances et aptitudes nécessaires pour appliquer la politique nationale des PCI et intégrer ces principes dans la gestion quotidienne de leurs établissements. Donc je pense que la PCI elle est transversale du bureau jusqu'à l'agent d'entretien. C'est pourquoi la formation continue que l'IPPS a fait ici, sur 875 agents formés, on a stratifié du garçon de salle jusqu'aujourd'hui au directeur d'hôpital. Au nombre de vents, ces responsables hospitaliers vont acquérir de nouvelles connaissances sur les normes et techniques de prévention et de contrôle des infections en milieu hospitalier. La formation que vous allez suivre répond à des enjeux critiques pour notre système de santé. En effet, la gestion de la prévention et du contrôle des infections dans les hôpitaux et les centres de santé est un facteur déterminant pour assurer non seulement la sécurité des patients, mais aussi la confiance des usagers, la qualité des soins et l'efficience des services. Créé en 2009, l'Institut de perfectionnement de santé a pour vocation la formation continue du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ce, pour qualifier davantage les prestations de soins au bénéfice des populations. Et puis c'est un colloque international d'envergure qui vient de réunir à Conakry des chercheurs et des enseignants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont parlé du rôle des oulémas dans la promotion de l'enseignement de la langue arabe et la préservation de l'identité culturelle et civilisationnelle du continent. Des discussions qui visent à renforcer les liens intellectuels et spirituels entre les pays de la sous-région. Marwan Kamara et l'âge Ismaël Nabi. À l'Université Al-Imar de Guinée, le coup d'envoi de la 3e édition du colloque international scientifique est donné. L'événement réunit des chercheurs et intellectuels du monde islamique autour d'un même objectif, mettre en lumière la contribution des grandes figures intellectuelles de l'Afrique de l'Ouest dans la promotion de l'enseignement de la langue arabe. Le programme est coordonné à Conakry par la chaire de Dissescou de l'Université générale Lansana Conté de Somfonia. La plupart de nos érudits ne sont pas très bien connus. Ceux qui sont connus ne sont pas valorisés en Guinée. Tout ceci devait être bien connu dans les boulevards, dans les rues. Les écoles doivent être dénommées à leur nom. Notre vocation avec la chaire ISESCO, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans le domaine arabe puissent se sentir vraiment des vrais chercheurs. La langue arabe ne soit pas un outil comme certains pensent, mais plutôt qu'elle soit un outil de communication. Durant des jours, étudiants et enseignants-chercheurs venus de plusieurs pays de la sous-région ont échangé sur les défis et perspectives liés à l'enseignement de la langue arabe, mais aussi sur la promotion d'un islam modéré et éclairé en Afrique de l'Ouest. C'est une prise de conscience pour nous aujourd'hui à revaloriser la langue arabe. L'arabe peut être pour nous un outil très important pour renforcer nos liens de coopération avec le monde arabe. Aujourd'hui, si nous nous sommes rencontrés à ce colloque international qui regroupe d'autres pays de la sous-région, c'est pour faire la promotion de cette langue. Or, nous sommes là pour leur féliciter pour cette organisation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO en partenariat avec la Fondation Hamdan du Maroc. Elle met en avant le rôle historique des savants africains dans la transmission du savoir et souligne l'importance de la langue arabe comme vecteur de culture, d'unité et de dialogue entre les peuples. Au ministère de l'Enseignement supérieur, les femmes occupent désormais une place de choix au sein du département. À la Cité des sciences et de l'innovation se tient la 9e édition du prix d'excellence féminine. Le service genre équité du ministère accompagne ces femmes qui s'illustrent dans des projets d'intérêt public à Mounir Bari.
La cité des sciences et de l'innovation, haut lieu du savoir, vit au rythme de la reconnaissance et du mérite. Ici, le talent et la persévérance des femmes du secteur de l'enseignement supérieur et de l'entrepreneuriat sont mis à l'honneur. Derrière ces lauréates se trouve aussi un engagement, une passion et aussi une histoire à raconter et qui mérite d'être célébrée. Être célébré dans son propre pays a eu une toute autre saveur parce qu'en fait, tout a commencé ici. Mes rêves ont commencé ici, mes engagements ont commencé ici et c'est pour ce pays que je me bats. À travers son service genre et équité, le ministère multiplie les initiatives pour renforcer la présence féminine dans les grades académiques et les instances de décision. Un projet de formation de 250 femmes titulaires des doctorats est déjà en marche avec pour ambition de valoriser les compétences et promouvoir l'équité dans le milieu universitaire. Le président Mamadi Doumbouya qui est en train de jouer sa partition, il donne la place aux femmes. Le président n'a pas attendu la loi sur la parité pour donner plus de 48% des femmes chefs de cabinet. Les chefs des ressources humaines et financières des départements. Nous avons eu en fait des enseignantes, chercheurs, mais également des étudiantes qui ont bénéficié des prix, de plusieurs prix, pour en fait les encourager à se mettre sur le chemin de l'excellence pour le bien de notre système d'enseignement supérieur. Pour cette 9e édition, plusieurs femmes se distinguent dans des domaines variés, entrepreneuriat, recherche, coopération et partenariat. Le prix d'excellence féminine vise à encourager ces parcours inspirants et à créer une saine émulation au sein d'un secteur clé du développement national. Promotion de l'éducation à la base dans la sous-préfecture de Banko, l'association des fils ressortissants vient d'offrir un lot important de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire du centre. Autres actions fortes, c'est la reconstruction de la dite école pour promouvoir l'excellence dans la localité. Sur place, on fait le point avec Ibrahima Oulin Fofana et Silati Kourouma. Ici, à Banko Centre, c'est un fils ressortissant qui vient au secours des élèves de cette école primaire. Une assistance humanitaire composée essentiellement d'importantes quantités de fournitures scolaires à l'effigie du président de la République. Un geste qui vient ainsi soutenir l'éducation des enfants de cette localité. Mais il réconforte aussi les parents d'élèves en ce début de l'année scolaire. Si M. Moussa Nabé emboîte le pas à l'association AM qui est venue pour la première fois doter 2 de mes écoles en fournitures scolaires, ça ne peut que me réjouir. Je suis très content de ce don. Nous vous remercions de nous avoir donné ce cahier. J'espère que nous allons bien travailler avec ce cahier. Nous remercions les donateurs. Construite depuis 1921, cette école a été le premier temple du savoir de cette localité. Compte tenu de son état de vétusté très poussé, aujourd'hui, l'établissement scolaire bénéficie d'une reconstruction. Les travaux sont à ce jour estimés à près de 95% d'exécution. De quoi se réjouir l'association des fils ressortissants de Banko. Je lance un appel à tout un chacun, le peu que les âmes peuvent mobiliser, non seulement pour achever l'école, la toute première école, au niveau de la contrée, mais aussi l'école aussi a besoin d'une clôture. Sans l'éducation, il n'y a pas de réussite. Donc, nous avons jugé de nous investir dans ce sens pour préparer l'avenir de notre localité. Parce que qui dit l'avenir parle des enfants. Qui parle des enfants parle de l'instruction. Ces efforts consentis par les fils ressortissants cadrent parfaitement avec la vision du premier magistrat du pays, celle de faire de l'éducation et de la formation des fils et filles de la Guinée une des priorités de son programme de développement. Dans les zones d'intervention de la société Sycamore Mine Guinée, des fournitures scolaires sont également mises à la disposition des élèves en respectant sa responsabilité sociétale à Kinyero dans la préfecture de Kouroussa. L'entreprise encourage l'éducation sur le plan local pour assister les ménages impactés. Yamokaba. À Kinyero, dans la préfecture de Kouroussa, la société Sycamore Mine Guinée renouvelle son attachement aux élèves des localités impactées par son projet minier. Au total, plus de 1000 kits scolaires sont offerts
pour soutenir les parents et l'éducation à la base. Le geste va renforcer la cohabitation pacifique dans le registre du respect du contenu local. Ce geste vise à soutenir leur éducation et leur formation pour un avenir meilleur, tout en contribuant à l'allègement des charges scolaires des parents. Pour l'année scolaire 2025-2026, le nombre total d'élèves bénéficiaires s'élève à 1130, correspondant à 1130 plus scolaires destinés aux élèves de classe de première année. La création d'un environnement propice à l'épanouissement des enfants dans ces zones à forte activité minière, voilà l'une des motivations de l'entreprise pour augmenter le taux de réussite scolaire. Ce matériel n'est pas seulement un don, mais un outil précieux qui mérite soin, discipline et assiduité. Ça ne nous a pas surpris, parce que ce n'est pas la première fois. Donc, tout ce que je demande à la population, c'est de prendre la seule société-là à prendre le corps. Pensez que cette société-là veut le bonheur de Kouroussa et de la Guinée. Cette initiative s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise qui entend faire de l'éducation un levier durable de développement pour les communautés riveraines. En apportant son appui à l'éducation des tout-petits, Sycamore Mine Guinée soutient le développement minier et le capital humain pour l'émergence de Kouroussa en général et de la commune rurale de Kignero en particulier. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, voici le contenu de ce communiqué conjoint relatif à la mise en œuvre de l'exigence de visa d'importation délivré par le BGDA pour le dédouanement des marchandises assujetties à la rémunération pour copie privée. Conformément aux dispositions des articles 24 à 32 du décret D 2022-0305 PRG CNRD SGG fixant les modalités d'application de la loi L 2019-0028 AN du 7 juin 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée et en application du protocole d'accord du 22 septembre 2022 entre le BGDA et la Direction générale des douanes, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques, importateurs et transitaires ce qui suit. À compter du 13 novembre 2025, la présentation du visa d'importation délivré par la Direction générale du BGDA devient obligatoire pour le dédouanement des marchandises suivantes. Les supports d'enregistrement vierge, CD, DVD, clé USB, disque dur, etc. Les appareils servant à la reprographie, imprimante, photocopieuse, scanner, etc. Tout autre équipement ou support assujetti à la rémunération pour copie privée. À l'attention des services douaniers. Conformément à l'article 4 du protocole d'accord, aucun dédouanement ne sera autorisé sans présentation du visa d'importation délivré par le BGDA pour les équipements ou supports assujettis. Modalité de délivrance du visa d'importation. 1. Demande à adresser au BGDA par l'importateur accompagnée d'une description détaillée des marchandises, le connaissement. 2. Frais de dossier fixés à 200 000 francs guinéens à régler au BGDA par virement, chèque ou paiement marchand, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret D 2022-0305 PRG CNRD SGG fixant les modalités d'application de la loi L 2019-0028 AN du 7 juin 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée. 3. Le BGDA dispose d'un délai de 48 heures ouvrable pour délivrer le visa contre récépissé. Les deux institutions s'engagent à assurer une mise en œuvre rigoureuse et transparente de cette mesure dans le but de garantir les droits des créateurs et de renforcer le secteur culturel guinéen. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service de visa d'importation de la Direction générale du BGDA au 620 89 77 38. Fait à Conakry le 6 novembre 2025, le directeur général des douanes, colonel Cheikh Gadiri Kondé, le directeur général du BGDA, M. Moussa Fofana. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.